Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai beaucoup... Ce film, j'en avais beaucoup entendu parler. En fait, j'en avais entendu parler notamment... j'en avais entendu parler notamment au festival du film fantastique, donc le BIF, le Belgium International Film Fantastique. Voilà. J'en avais entendu parler au BIF. Donc je vous ai dit, hein, le Belgium International Film Fantastique. J'en avais entendu parler dans les Gérard Meur, parce qu'il a été récompensé au Gérard Meur. Les Gérard Meur, d'ailleurs, il a été récompensé dans les Gérard Meur de 2018, parce que le film est sorti en 2018. On va parler du film Ghostland. Le film Ghostland, aussi appelé Incident à Ghostland, parle de l'histoire de deux jeunes filles qui s'installent dans la maison de leur tante qui est récemment décédée. Donc récemment décédée, ces deux jeunes filles s'installent avec leur mère dans la maison de leur tante qui leur a été donnée, donc qui leur a été léguée. Et sauf problème, le problème du film, c'est que la première nuit où elles vont s'installer dans cette maison, des tueurs de masse, des tueurs en série, euh, pas des tueurs en série, mais des assassins, euh, donc plus des serial killers que des assassins ou des tueurs en série, mais deux serial killers arrivent chez eux. Euh, ce qui m'avait vraiment plu dans l'histoire, ce qui m'avait beaucoup plu dans l'histoire, c'est que le film en fait s'appelle Ghostland. Donc le film s'appelle Ghostland et je me suis dit, oh cool, ça va être un film qui va parler de fantômes. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas un film qui parle de fantômes, donc ne vous fiez pas au titre. On comprend plus tard pourquoi le film s'appelle Ghostland. J'ai trouvé que c'était un film vraiment hardcore, avec plein de détails qui vont être super importants, mais qui en même temps, pour le spectateur, peut devenir subjectif. Il y a des détails qui peuvent devenir subjectifs d'un spectateur à l'autre, et il y a des détails qui peuvent rester importants comme des détails qui peuvent rester insignifiants. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est ce qui fait la beauté de ce film, c'est que les détails peuvent être insignifiants comme importants, mais peuvent d'un spectateur à l'autre être moins importants ou plus importants, ou voire même le détail peut être subjectif, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir le même opinion, mais une autre pas du tout. Et, euh, et donc, on est vraiment sur une ambiance de manoir. On est sur une ambiance, c'est ce que j'aime beaucoup. On n'est pas sur une ambiance de château ou alors sur une ambiance de maison abandonnée. On est vraiment dans une maison abandonnée au milieu de nulle part, mais dans une ambiance plutôt de château, avec des couloirs partout, avec des pièces bizarres, avec des décorations un peu étranges, avec de l'étrangeté, avec du dérangeant. On est vraiment dans une maison avec des décors étranges et dérangeants et sur quelque chose qui installe la peur très facilement. On est sur quelque chose qui installe la peur très facilement, c'est-à-dire donc des décors dérangeants et des décors étranges. Et beaucoup de scènes sont en rapport quand les tueurs en série arrivent. Quand les tueurs en série arrivent, beaucoup de scènes sont d'abord en rapport avec la maison, genre un mur qui craque, une armoire qui s'ouvre, ou la découverte d'un miroir, et derrière le miroir, c'est une pièce, et t'as l'une des deux filles qui dit je connais ça, j'ai lu ça dans un de mes livres. On appelle ça une boîte à secrets chinoise, et elle appuie sur un bouton en haut du miroir, et t'as la glace du miroir qui s'ouvre, et il y a une poupée qui va sortir, et, euh, et
en fait, tu te retrouves un peu dans un univers entre l'imaginaire. Tu te retrouves dans un univers, tu te retrouves entre l'imaginaire et entre l'horreur, en fait. Tu te retrouves dans cet univers-là. Quoique c'est un univers vraiment très glauque et très... C'est un univers très glauque et très hardcore. C'est un univers très viscéral et très organique pour un film de tueur en série. On est beaucoup sur, par exemple, des combats, des scènes de combat. Il y a une scène de combat que j'aime particulièrement où tu as l'une des filles qui est dans un escalier sur le côté, dans la cuisine, et tu as l'un des tueurs qui a un fouet il a un fouet qui l'enroule autour de son poignet et qui déploie. Et il fouette le sol comme ça, et à un moment, t'as la porte qui fait plusieurs claquements, et à chaque fois qu'elle s'ouvre, t'as la fille qui va regarder, et elle s'avance encore un peu, et puis elle s'avance limite trop, et t'as la porte qui reste ouverte, et t'as le tueur avec son long vêtement noir, comme ça, une sorte de châle noir qu'il a sur lui. Il va déployer son fouet et fouetter le sol juste devant elle et dire ne me regarde pas. Donc vraiment en criant ne me regarde pas et en fouettant le sol. Et donc j'ai trouvé cette scène assez troublante parce que ne me regarde pas, pourquoi? Je veux dire, pourquoi ne me regarde pas? T'as pas de difformité, t'as pas de déformation au niveau du visage, t'as pas de peur qu'on te regarde, t'es juste le tueur de l'histoire, t'as pas peur qu'on te regarde, t'as pas de déformation, t'as rien. Et ne me regarde pas, ça fait peur parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi il veut pas qu'on le regarde. Quoique certains tueurs en série et certains criminels, certains tueurs en série et certains assassins ont parfois des phobies en tuant leurs victimes. Ils ont parfois des phobies, soit ils mettent un masque parce qu'ils veulent pas qu'on voit leur visage, soit ils mettent un masque sur leur victime parce qu'ils ne veulent pas voir le visage de leur victime, ou alors donc ils ne veulent pas voir le visage de leur victime quand ils tuent, ou alors ils mettent un masque sur leur victime parce qu'ils ne veulent pas voir les yeux de leur victime parce que ça leur donne l'impression que leur victime les regarde. Ça, c'est des choses qu'on retrouve. C'est vraiment des comportements qu'on retrouve souvent chez les assassins. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Ça m'a fait penser à ça. Et il y a aussi il y a cette idée de tuer et de reproduire ces meurtres un peu comme un jeu, comme une salle de jeu. Il y a cette idée de tuer et de reproduire un meurtre un peu comme une salle de jeu. Un moment, t'as les filles qui sont emmenées dans une salle où il y a plein de poupées. Et il y a les filles qui sont emmenées dans une salle où il y a plein de poupées, enfin une fille en particulier, qui est emmenée dans cette salle. Et il y a une scène extrêmement choquante où on lui fait boire de la bière et on lui fait boire de la bière et on commence à la maquiller. Et on la maquille exactement comme sur l'affiche, donc on fait des petites lèvres roses et on lui met du rouge à lèvres rose, mais un peu plus clair. Et donc on la maquille exactement comme sur l'affiche, c'est-à-dire qu'on la maquille comme ça, et enfin sans les fissures et tout ça. Et, et justement, elle est enchaînée, les bras vers le haut, à des chaînes. Et t'as le tueur qui va la tourner et qui va lui montrer plein de poupées qui sont les unes sur les autres sur le côté. Et il y a le corps de sa mère qui a été bien égorgé, mais vraiment bien égorgé. Il y a le corps de sa mère qui a été bien égorgé, qui est étendu là entre toutes les poupées. Et sa mère a été maquillée tout en blanc avec le même rouge à lèvres qu'elle, donc le même maquillage avec des teintes roses, le maquillage blanc et les lèvres un peu plus foncées et un peu plus claires. Donc elle a été maquillée comme ça, comme sa fille qu'on tourne à une chaîne et on oblige à regarder les poupées. Et dans les poupées, il y a un zoom sur le cadavre de sa mère qui est complètement maquillée comme une vraie femme. Et tu vois l'ouverture
de sa gorge, parce qu'elle a été égorgée. Elle a été égorgée et tu vois l'ouverture de sa gorge qui a été quelque part comme qui a été maquillée, comme si la déchirure de la peau et la déchirure de la plaie qu'avait fait le couteau, qui avait fait la lame, qui avait déchiré vraiment toute la peau du cou, avait été maquillée et que la coupure est tellement maquillée, a été tellement refaite au maquillage que c'est presque comme si ça avait été coupé chirurgicalement. Donc comme s'il n'y avait plus de déchirure de peau ou quoi que ce soit juste au-dessus. Et tu vois ce corps comme ça avec cette coupure presque chirurgicale, donc presque intacte des deux côtés, donc vraiment droite, parce qu'à la base elle a été égorgée. À la base, elle a été égorgée en sourire, donc on a commencé ici, et puis elle a été égorgée jusqu'en haut, donc en sourire. Et là, tu vois la même marque, mais en ligne droite sur son cou, qui a été coupé chirurgicalement, alors que ça a été fait grossièrement avec un couteau de cuisine. Et quelques scènes plus tard, t'as sa copine, quelques scènes plus tard, t'as la deuxième fille, Vera, qui lui dit réveille-toi, pour une fois dans ta vie, n'en fais pas trop. Et elle lui donne une gifle, elle lui dit t'es jamais sorti d'ici, t'es jamais parti de cette maison, t'as jamais pu t'en aller, on est toujours resté ici. Et elle lui dit de revenir à la réalité, elle lui dit t'es jamais parti, tu t'es jamais enfui. Et elle lui dit de regarder la vérité en face et de lui dire que sa mère est réellement morte, en fait, qu'elle est morte, tuée devant elle, dans la maison. Et, euh, et justement, après, il y a une scène qui lui revient en flash. Il y a une scène qui lui revient en flash, cette même scène où elle escalade les escaliers qu'elle avait imaginés avec le tueur qui a son fouet entouré autour de son poignet et qui le déroule et fouette sur le sol et lui avait dit ne me regarde pas. Et là, elle a la même scène qui lui revient en fait, elle monte les escaliers et t'as sa mère qui avait attaqué le tueur avec un couteau, qui lui avait cassé plusieurs assiettes sur la tête et qui avait essayé de le poignarder avec un couteau. Mais le tueur avait pris sa mère et avait pris le couteau qu'elle avait en main et l'avait d'abord poignardé plusieurs fois au ventre. Et ensuite, t'as sa mère qui s'est dirigée vers elle et qui lui a dit ma chérie, va-t'en, cours, mais va-t'en. Et juste à ce moment-là, quand elle s'en allait, t'as le tueur qui a saisi les cheveux de sa mère et qui a tiré la tête de sa mère vraiment vers l'arrière et qui l'a égorgée. Et tu vois la scène où elle est égorgée en sourire dans la cuisine. Et donc à ce moment-là, tu te rends compte que la mère a réellement été tuée, a réellement été égorgée. C'est vraiment un film que je conseille à tous ceux qui aiment beaucoup les films de poupées et qui aiment beaucoup. Donc pour tous ceux qui aiment les films de sorcières, pour tous ceux qui aiment les films de fantômes, pour tous ceux qui aiment les films de serial killer, eh bien je vous conseille vraiment ce film. Je dirais pas pour ceux qui aiment les films de maisons abandonnées, mais c'est un film déjà avec des putains de make-up. C'est un film avec des putains de make-up parce que les make-up à la fin sont énormes et la manière dont elles se font sauver, à un moment elles se font sauver par la police, et t'as Vera qui se met contre sa sœur et qui dit à la policière, enfin, la policière s'approche et dit c'est bon, c'est fini, on est là pour vous, on est là pour vous sauver. Et elle demande qui vous a fait ça, et t'as Vera qui répond une femme, une sorcière et une femme. Elle dit quelque chose comme ça, elle répond une sorcière et une femme. Elle dit c'était une sorcière. Et juste à ce moment-là, t'as justement l'homme, le tueur en série, qui arrive habillé de manière très provocante. Il est habillé de manière très provocante. Il a un long pull noir qui arrive jusqu'au niveau de ses hanches et une sorte de châle noir qui arrive sur ses épaules et une sorte d'ancienne coiffure. Vraiment une coiffure, une sorte d'ancienne coiffure, pas une coiffure comme tu pourrais voir aujourd'hui avec un dégradé noir, pas une coiffure comme tu pourrais voir aujourd'hui avec les cheveux ondulés ou lisses avec un dégradé noir sur noir, avec deux noirs différents, mais vraiment les cheveux noirs
avec les cheveux qui sont coiffés comme dans les années 90, enfin, comme dans les années 90 en 1990, ou alors comme en 1660. Vraiment, vraiment comme en 1660, comme en 1990 ou comme en 1700 en fait. Eh bien, il arrive comme ça avec ce look, et en même temps, tu vois un look ancien avec un châle et avec un long pull noir qui lui arrive aux hanches, et en même temps, tu vois un style provoquant parce que c'est un homme avec un fusil qui arrive pour venir les rechercher, qui tire sur la policière, et quand tu regardes bien, en fait, il a un jeans stretch en cuir et des sortes de chaussures noires à talons aiguilles. Donc il est vraiment habillé comme une femme, mais c'est un homme. Et ça arrive, c'est une scène très provocante, quoi. L'esthétisme, en fait, de la sorcière est très très provocante, et j'ai trouvé ça superbe. Euh, et il y a une sorte de sauvetage à la fin du film où elles réussissent à s'en sortir et à sortir de la maison, et elles sont sauvées par la police, et puis finalement elles sont recapturées, re-emmenées dans la maison, et là elles essayent de nouveau de se sauver, et t'as un passage où l'une des deux filles va faire une sorte, celle qui est interprétée par Crystal Reed, l'une des deux filles va faire une sorte de crise de panique dans un coin, derrière le camion, un camion qui fait absolument peur, parce qu'elles ont été enlevées et kidnappées dans un camion de bonbons. Et donc elles ont été enlevées et kidnappées dans un camion de bonbons. Et tout à la fin, tu as le personnage de Crystal Reed, Bess, donc tu as Bess, le personnage de Crystal Reed, qui se met dans un coin et qui commence à mettre ses mains sur ses oreilles, et qui ne répond plus à rien, elle dit plus rien, et elle s'avance en avant, elle s'avance en avant, en arrière, en mettant ses mains sur ses oreilles. Et là, t'as plusieurs bruits qui viennent étouffer les scènes de derrière et les voix de derrière. T'as une sorte de plusieurs bruits qui arrivent en même temps à des moments différents et qui viennent étouffer les voix derrière et ce qui se passe derrière et les cris de Vera. Et elle se retrouve dans une scène totalement calme à la vente de son livre où elle va finalement croiser Edouard, où elle va finalement croiser en fait son écrivain favori, qui est Edward Lovecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand écrivain, Edward Lovecraft, qui faisait des livres où il écrivait des histoires d'horreur, et il s'appelait Lovecraft parce que craft en anglais ça veut dire brouillon. Et en fait, dans ses livres, il faisait des petits brouillons, des dessins de ce qu'il imaginait. Genre des cités perdues ou des cités hantées ou alors des maisons hantées. Il faisait des petits crafts. Ce qu'on appelle des crafts en dessin, c'est des petits brouillons. Et il faisait des petits dessins de ce qu'il imaginait dans ses histoires. J'ai un livre sur Lovecraft, je vous le montrerai un jour. Et donc, ce film d'ailleurs est un peu à la mémoire de Lovecraft, en tout cas de ce qu'il a fait. Et au début, quand elles se sont arrêtées dans une station-service, t'as Vera qui demande à sa sœur Bess qu'est-ce que t'as trouvé, et Bess lui dit ça te plairait pas. Parce qu'en fait, Bess écrit des histoires d'horreur et elle est romancière. Et t'as Bess qui lui dit dis-moi toujours, on verra. Et alors elle dit j'ai trouvé un article de journal qui parle de deux tueurs qui vont dans les maisons. Ils tuent les parents, mais pas les filles, et ils restent avec les filles et les cadavres des parents. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film, en fait. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Et au tout début du film, t'as Bess qui lit un passage, un extrait de l'un de ses livres. Et, et en fait, dans l'extrait de son livre, tu reconnais un peu ce qui va se passer ensuite. Donc plus tard dans le film, tu vas un peu reconnaître dans l'extrait que tu as entendu, tu vas te dire qu'il y a des similarités et qu'il y a des comparaisons à ce qui s'est passé dans la maison. Et justement, à ce moment-là, ce que j'aime bien, c'est que comme comme l'extrait qu'elle lit, finalement plus tard tu vas te rendre compte qu'il est en lien avec la maison, comme ce qu'elle a lu, l'histoire, l'article de journal, est en lien
avec l'histoire et avec ce qui va se passer, c'est quelque chose d'assez sympa, je trouve, d'assez sympathique qui te fait encore plus peur parce que t'as l'impression que quelque part, t'as l'impression que Bess, elle se fait manger sa propre purge. T'as l'impression que, à cause de ces histoires d'horreur qu'elle écrit, elle se fait manger sa propre purge, elle se fait avaler sa propre purge, et elle fait avaler sa purge à elle, à Vera, donc sa sœur, et à sa mère. Elle fait avaler sa purge à elle, à sa propre mère, et finalement, t'as l'impression que Bess, qui est censée être la victime de l'histoire, se retrouve finalement être un peu le bourreau de l'histoire, parce que ces histoires sont extrêmement similaires à tout ce qui s'est passé dans le film. Donc tu as l'impression qu'elle essaye de faire avaler sa purge, comme je dis, qu'elle fait, en fait, qu'elle fait quelque part, elle fait manger à Vera et à sa mère son idée de l'horreur, ou alors sa manière de voir l'horreur. Donc comment elle les écrit dans ses livres et tout ça. Et il y a plusieurs passages du film qu'on va pas comprendre, qui sont soit avant, soit plus loin dans le passé. Je crois qu'il y a deux passages du film. Il y a deux ou trois passages du film qui sont plus loin dans le passé, donc ce qu'on appelle des flash forward. Euh, il y a trois flash forward. Le premier flash forward, c'est un flash forward qui a été installé justement pour la faire revenir dans cette maison. Le deuxième flash forward a été installé pour montrer qu'elle sera écrivaine et qu'elle aura tourné la page grâce à ce livre. Et l'autre flash forward, c'est un flash forward où elle a un enfant, elle a fondé une famille et, euh, et elle a un mari et tout ça. Et, euh, et à un moment, ils se retrouvent tous à une réception et c'est là qu'elle rencontre Edward Lovecraft. Donc c'est un film en même temps psychologique, enfin c'est un film psychologique. C'est un film psychologique et un film d'horreur que j'adore et que je vous conseille fortement. C'est le film d'horreur Ghostland. Donc je vous le conseille vraiment. En plus, c'est avec Crystal Reed de Teen Wolf. Donc on a vraiment des bons acteurs. On a Crystal Reed, on a Anastasia Phillips, on a Emilia Jones qui a joué dans la série Lock and Key, et Taylor Hickson que je ne connaissais pas, et Mylène Farmer. Deux petites anecdotes. Comment Mylène Farmer en fait a rejoint la distribution du film. Mylène Farmer en fait avait déjà fait appel au talent de Pascal Laugier pour réaliser l'un de ses clips de l'une de ses chansons. Et Pascal Laugier avait accepté et le clip en fait s'était fait en 5 ans. Et un jour Mylène Farmer a appelé Pascal Laugier le jour où il a sorti son film, donc le jour où il a sorti Ghostland. Le jour où il a sorti Ghostland, eh bien, Mylène Farmer a appelé Pascal Laugier et lui a dit, écoute, est-ce que tu n'aurais pas le rôle d'une petite mère, est-ce que tu n'aurais pas le rôle d'une petite mère un peu fofolle, ou alors tout simplement un rôle pour moi dans ton film. Et Pascal Laugier a réfléchi et a finalement recontacté Mylène Farmer et a dit, écoute Mylène Farmer, donc écoute Mylène, j'ai un rôle pour toi et je veux bien te le donner. Et donc finalement c'est comme ça que Mylène Farmer s'est retrouvée à la distribution du film Ghostland. Pour ce qui est de Taylor Hickson qui joue Vera dans le film, elle a subi un accident sur le tournage. Elle a subi un accident sur le tournage. En fait, il y a une scène dans le film où elle doit frapper contre une porte vitrée, espérant pouvoir sortir. Elle doit frapper contre une porte vitrée. Et en fait, cette scène qui a été tournée dans la maison, où elle doit frapper contre cette porte, en fait, quand elle a été tournée, elle a frappé sur la porte en jouant la scène. Et en frappant sur la porte, en fait, le, la porte vitrée. La porte vitrée, c'est pas une porte complètement vitrée, c'est une porte en bois et il y a une grande vitre ovale au milieu. Et en fait, on voit sa silhouette qui frappe à la porte de l'autre côté de la porte de derrière. Et justement, quand la scène a été jouée, eh bien, Taylor Hickson a frappé tellement fort la vitre que la vitre en fait s'est brisée et c'était un souci de la prod, c'était un souci mécanique, c'était un souci d'accessoire
Et donc, Taylor Hickson a porté plainte contre l'équipe du tournage, parce qu'en fait, ça aurait pu arrêter sa carrière de chanteuse, parce qu'elle chante, parce que en fait, elle a eu droit à, si je me souviens bien, 62 points de suture, parce que ça lui a déchiré, ça lui a déchiré entièrement le visage, et elle a eu droit à 62 points de suture, ce qui aurait pu mettre fin à sa carrière de chanteuse et à sa carrière d'actrice. Donc elle a porté plainte contre le tournage, et, mais elle s'est rétablie, elle va beaucoup mieux. Elle a expliqué que malgré l'incident sur le tournage de Ghostland, Taylor Hickson va beaucoup mieux, elle a pu reprendre la musique et elle a pu continuer sa carrière d'actrice, ce qui n'a pas endommagé sa carrière d'actrice. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur, sur le film Ghostland. Et pour ce qui est de l'acteur, pour ce qui est de l'actrice Crystal Reed et de l'actrice Emilia Jones, elles sont arrivées dans le tournage, dans l'équipe du film, parce qu'en fait, euh, Crystal Reed, Pascal Logier avait dit qu'il adorait voir le jeu de souffrance de cette fille. Donc, il adorait voir souffrir cette fille, il adorait son jeu de souffrance, son jeu de terreur. Donc, il a appelé Crystal Reed et il lui a dit: j'ai adoré sur le tournage jouer avec elle, travailler avec elle, parce que j'adore son jeu de souffrance et son jeu de terreur et de douleur. Pour ce qui est d'Emilia Jones, en fait, elle avait un super bon feeling avec elle avait un super bon feeling, presque le même que Crystal Reed. Et donc, Pascal Logier l'a prise. Et, et il a dit pendant le tournage du film qu'il adorait voir ces deux filles jouer la terreur, la peur et jouer la souffrance. Qu'elle le faisait extrêmement bien et qu'elle dégageait quelque chose. Il a aussi exprimé devant tout le monde lors de la sortie, lors de la première sortie, lors de la première sortie du film au Gérard Meurt, lors de l'avant-première, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est le mot avant-première que je cherchais. Lors de l'avant-première du film, il a expliqué quand Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones et Taylor Hickson et Mylène Farmer sont arrivés. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu venir. Malheureusement, à l'avant-première, il n'y a que Crystal Reed, le réalisateur Pascal Logier et Mylène Farmer qui sont arrivés, qui ont été récompensés. Et ils ont tous les trois expliqué, donc à trois, Crystal Reed, Mylène Farmer et Pascal Logier, ont expliqué que le film, c'était vraiment très agréable de faire ce film d'horreur, parce que c'était vraiment un film familial, un film d'équipe, un film qu'on a fait ensemble. Donc il a expliqué que c'était vraiment très agréable de faire le film Ghostland, parce que c'était un film d'équipe qui avait été fait ensemble. C'est vraiment il avait expliqué ça, et donc voilà, moi je trouve que c'est vrai, quand tu regardes ce film, tu ressens quelque chose, comme si le film dégageait une sorte d'impression, et je vous encourage vraiment à aller voir Ghostland sans hésiter, et aussi sans jamais... vraiment, je vous encourage à aller voir ce film sans hésiter, et vraiment sans aucune limite. Regardez ce film sans aucune limite, parce que ce film est tellement terrifiant que moi, je m'en lasse jamais. Mais ce film est tellement terrifiant que voilà, je vous encourage à le voir, à vraiment aller le voir sans aucune limite. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans une scène où Bess est emmenée, il y a une scène absolument hardcore où Bess est emmenée dans le, au deuxième étage de la maison. Elle est emmenée au deuxième étage de la maison et il y a plein de poupées autour d'elle. Et il y a une scène particulièrement touchante au début de cette scène où tu as Vera qui lui dit surtout, quoi qu'il fasse, quoi qu'il te dise de faire, ne pleure pas, sinon il ira encore plus fort. Il a été encore plus fort avec moi. Et il y a une scène et cette scène, je la trouve particulièrement touchante parce que
elles sont tous les deux dans la même mouise, dans la même merde, et elle lui donne un conseil, et elle prend soin, elle continue à prendre soin de sa sœur, alors que Vera a été la première à avoir des visions, des hallucinations. Et il y a une vision particulièrement terrifiante avec Vera, où elle s'est enchaînée à son lit et il n'y a pas de clé à la porte. Et finalement, comme il n'y a pas de clé à la porte est verrouillée. Et quand sa sœur Bess tente d'ouvrir la porte, elle surgit, la porte s'ouvre, et tu vois ses mains qui commencent à se tortiller dans tous les sens, comme si on essayait de lui péter les doigts à l'envers. Et elle se met au bord, et elle se met au bord des escaliers, et tu vois ses mains se tortiller à l'envers, comme si finalement, comme si on jouait avec elle et qu'on lui tordait les bras ou qu'on lui tordait les poignets. Et, euh, et cette scène donc dans le grenier, à un moment, tu as Bess qui est tenue par la jambe à l'envers, et on lui a forcé à boire une bière. On lui a forcé à boire une bière avant ça, ne me demandez pas pourquoi. Et elle commence à se faire dessus, elle commence à se pisser dessus. Et t'as toute l'urine qui coule le long de sa jambe, parce qu'elle est tenue à l'envers, vraiment la tête à l'envers. Et t'as l'urine qui coule le long de sa jambe et qui coule le long de sa poitrine, de tout son corps, et qui finalement lui arrive ici sur le visage. Et c'est une scène particulièrement horrible, et par- c'est une scène particulièrement horrible et hardcore. Je crois que c'est la scène la plus hardcore de tout le film. Et donc, elle me choque beaucoup cette scène. Euh, Surtout qu'après, il y a encore une scène particulièrement touchante. Il y a une scène particulièrement touchante aussi après. Je vous expliquerai dans quel genre dans quel contexte ou de quelle manière ça m'a touché. Mais à un moment, elle est assise et un moment, t'as le tueur en série qui l'assied sur un rebord à côté de plein de poupées et qui tient sa tête et qui la tourne sur le côté comme si c'est une poupée. Il tourne sa tête sur le côté et elle doit rester en cette position. Et t'as le tueur qui commence à s'amuser avec des poupées et avec un chalumeau, il commence à brûler les doigts d'une poupée blonde avec une tête plutôt ronde. Et justement, quand on regarde le physique de Taylor Hickson, qui a interprété Vera, eh bien, dans le film, elle est blonde et tu vois que les vêtements, la chevelure de la poupée, eh bien, correspondent exactement à ceux de Vera. Et quand tu regardais Vera qui s'était enfermée dans le sous-sol, eh bien, elle avait plein de brûlures sur le corps. Et donc là, tu vois la tête de Bess qui se rend compte qu'en fait, il y a trois poupées dans cette salle. Une qui ressemble à sa mère et l'homme avec des ciseaux ou un couteau a fait une sorte de coupure et a commencé à faire une sorte de griffure au niveau de la gorge pour représenter justement l'égorgement. Et, euh, et elle regarde ses poupées et finalement il y en a une autre avec des cheveux noirs, donc elle. Et ça, je trouve que c'était touchant. C'était touchant dans le sens où ça faisait peur, mais touchant dans le sens où elle remarque que c'est sa sœur et qu'elle lui a pas menti, que on lui faisait bien du mal depuis le début, mais que c'était impossible à voir, c'était pas visible. Et il y a une scène aussi dans le sous-sol qui est particulièrement touchante. Là, j'aborde les scènes touchantes. Et où elles sont toutes les deux et elles se parlent. Elles se parlent, elles sont toutes les deux, et t'as sa copine, t'as sa sœur, pardon, t'as sa sœur Vera qui est toute enjouie, toute contente d'avoir retrouvé sa sœur Bess, et elles sont l'une contre l'autre, et t'as Vera qui est toute contente et qui commence à lui mettre des bonbons dans la bouche, et qui commence à lui mettre des bonbons dans la bouche et lui donner à manger, et elle est toute contente, toute enjouée, elle fait des gestes d'avant en arrière, comme ça, elle se secoue, elle a un sourire, et elle regarde sa sœur, et elle se met à côté d'elle, et elle lui dit, t'inquiète, ça va aller, on va sortir de là. Et t'as sa sœur qui se met à pleurer, et t'as Vera qui se met à côté de Bess, et qui la regarde, et qui lui dit, qui lui demande ce qui va pas en fait et qui lui dit tu t'inquiète, tu verras. Et là, elle s'arrête tout de suite de la consoler et se remet en face d'elle et se couche avec elle finalement et la prend contre elle. Et je trouve cette scène très touchante. Et
cette scène, elle est très touchante parce qu'elle me rappelle un peu le fait que deux sœurs grandissent ensemble. Et au début, il y a une autre scène un peu pareille où Vera vient de s'installer dans une chambre et t'as Bess qui touche son pantalon qui est humide et elle regarde sa main qui est pleine de sang et en fait elle vient d'avoir ses règles. Et elle s'assied sur le sol et t'as sa mère qui se met à côté d'elle et qui lui dit maintenant ta sœur est comme toi. C'est pas grave, c'est juste un petit accident. Et donc, je trouve que ces deux scènes sont quelque part liées parce que l'une des sœurs avait déjà eu ses règles et la deuxième a eu ses règles. Donc, Bess a eu ses règles alors que Vera les avait déjà. Et plus tard dans le film, tu as cette scène où elles sont toutes les deux et Vera essaye de consoler sa sœur qui pense que sa vie est totalement morte, totalement fichue. Et parce qu'en fait, quand elle avait ses règles au début du film, Vera avait très mal réagi en lui disant quelque chose de méchant, en disant super bon timing, mais de manière ironique et de manière méchante. De manière, plutôt de manière sarcastique que de manière ironique, mais elle lui avait dit super timing en déposant ses affaires sur un lit. Et, et pendant cette scène, elle vient finalement aider sa sœur à dire que sa vie n'est pas morte et qu'elles vont s'en aller. Par contre, seul souci du maquillage dans le film, c'est que sur l'actrice Crystal Reed, sur Bess, eh bien, quand on regarde ses cheveux, on voit qu'on a utilisé des extensions de cheveux. Voilà, ça c'est le seul problème du film. Mais sinon, le film est génial. Et je vous encourage, encore une fois, je sais que je le répète, mais là j'étais dans l'étape des scènes touchantes du film. Et je vous encourage vraiment à aller le voir. Voilà, c'est tout pour moi. Plein de bisous.